Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. 0826 300 300, l'application Sud Radio pour participer à ce débat qui, je le sais, vous concerne aussi l'école. L'école en plein effondrement, surtout après l'attaque choquante au couteau qui a eu lieu en fin de semaine dernière à Nantes. Et cette question et cette, mine de rien, ce délitement auquel vous assistez tous via vos enfants quand vous allez les chercher, et même le souvenir peut-être d'une école où le mot autorité avait encore un sens. J'attends vos appels pour dialoguer, interpeller notamment Henri Guénaud. Bonjour. Bonjour. Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous coécrivez une tribune avec Alain Betolila, professeur de linguiste à l'université Paris-Cité, avec cette question en effet en exergue: que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? Et sur de longues lignes, vous expliquez en réalité un délitement qu'on a laissé faire avec une solidité culturelle qui n'est plus au rendez-vous et donc qui permet à nos enfants, finalement aux enfants dans les écoles, d'être à peu près, on va dire, le spectateur de n'importe quel discours dangereux. La question que je veux vous poser en premier, c'est: peut-on encore, mine de rien, miser sur l'école pour espérer sauver une partie de nos jeunes? On n'a pas le choix. On n'a pas non plus une réponse très rassurante. Non, mais on n'a pas le choix. Vous enlevez l'école, il reste quoi? Les familles, mais de plus en plus de familles sont incapables. Alors, soit ne veulent pas, soit n'ont pas envie, soit n'ont pas les moyens d'éduquer leurs enfants. Voilà, donc il faut compter évidemment sur les familles qui le peuvent, mais il faut compter sur les institutions. Et au cœur de ces institutions, il y a l'école qui est directement concernée. Alors l'école en coopération avec toutes les autres institutions, ce qui ne va pas de soi. Parce que pendant très longtemps, les postures idéologiques ont fait que l'école ne parlait pas à la police, à la gendarmerie, à la justice, que les rapports avec la santé sont compliqués, que... Et les rapports à l'armée, n'en parlons pas. Mais il faut compter sur toutes les institutions. Alors il y a deux institutions, une dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui est l'institution militaire. C'était aussi le rôle du service militaire jadis. Quelques-uns se souviennent peut-être qu'un jeune officier en 1891 a écrit un petit livre qui s'appelait Le rôle social de l'officier. Cet officier s'appelait... Hubert Lyautey, il deviendra maréchal de France, et il explique que dans la France du service militaire, l'officier idéal doit assumer son rôle d'éducateur. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'école, en attendant que peut-être un jour on rétablisse le service militaire, et puis et qu'on fasse tout le reste. Le reste, c'est évidemment la police, la justice, la gendarmerie, la peur du gendarme étant quand même le commencement de la sagesse. Donc il faut redonner la peur du gendarme. C'est ce que vous écrivez dans la tribune. Vous faites une ode d'un moment à l'autorité, même le professeur qui avait une véritable autorité naturelle. Mais dans ce que vous dites, vous parlez en effet à un moment de... Au fond, cette tribune, elle dit deux choses. Elle dit, la distinction entre l'école qui instruit et les parents, entre l'école qui instruit et les parents qui éduquent, c'est une distinction qui n'est plus opérante, qui est inopérante aujourd'hui, qui ne tient plus. Il faut que l'école soit à la fois un lieu d'instruction et d'éducation, pour pallier au manque d'éducation que peut dispenser la société par ailleurs. Non, mais est-ce que c'est compatible avec le constat que vous faisiez à l'instant au début de cet entretien, c'est-à-dire avec les parents, mine de rien, pour qui peut-être l'autorité vis-à-vis de l'enfant n'est pas une priorité, et quand l'école essaye de le faire, le parent est le premier. Oui, où ils n'y arrivent pas, mais mine de rien, dès qu'il y a une volonté d'être non pas autoritaire, mais peut-être d'être un peu sévère à l'école, les parents sont les premiers à débarquer dans la salle de classe en disant ça, écoutez, c'est plus possible. Alors, il faut pas se tromper sur la question de l'autorité. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est d'abord ce que ceux sur lesquels elles exercent vous reconnaissent. Il faut la mériter, l'autorité. Donc il faut aussi la vouloir. Voilà, Or, pendant des décennies, on a imprégné le système éducatif d'une idéologie qui avait pour but de détruire la relation d'autorité entre le maître et l'élève. Voilà, c'était mettre l'élève au centre, enfin l'enfant au centre, et au lieu d'y mettre le savoir, et l'enfant roi, l'instituteur, oui, l'enfant roi, une espèce d'enfant idéalisé à qui on dit fais ce que tu veux, écris comme tu veux, parle comme tu veux. C'était la fameuse théorie où les élèves avaient beaucoup à apprendre de l'enfant, plus que nous qui devions lui apprendre. Donc ça, ça a été une catastrophe sans nom, parce que avant de prendre ses distances avec les règles, avec les connaissances
il faut impérativement que l'enfant apprenne les règles, les connaissances, etc. Et après l'adolescent, puis l'adulte va prendre ses distances, évidemment, avec ce qu'il a appris. Mais il faut prendre ses distances avec quelque chose, donc il faut apprendre avant. Et apprendre, ça se fait pas sans une autorité, ça se fait pas sans sanction non plus. Sans un minimum de contraintes, voilà. au sens Et pour large. ça, mais vous pouvez pas apprendre, les enfants ne peuvent pas apprendre s'ils sont pas éduqués. Voilà, c'est-à-dire, il y a l'apprentissage des connaissances, qui va vous donner la capacité, qui va vous donner l'intelligence, la raison critique, qui va vous donner l'autonomie intellectuelle, l'autonomie de la réflexion. Et puis, il y a l'éducation qui va vous enseigner les règles de la vie en commun, les règles de la vie tout court d'ailleurs, les règles de comportement, les règles du raisonnement. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instruction et quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation. Si l'un va sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Mais ce qui est frappant dans ce que vous dites aussi, et ce que vous écrivez dans la tribune disponible dans le Figaro du jour et sur le site du Figaro, nous sommes les seuls responsables, écrivez-vous, de ce désastre que nous en ayons été les instigateurs ou que nous ayons laissé ces derniers agir sans réagir. Chacun mettra les mots qu'il voudra sur ce qui, de mensonge en manipulation, de complaisance en lâcheté éducative, a conduit notre société dans l'état de délitement où elle se trouve. Quelles ont été nos illusions? Peut-être, vous avez été au sommet de l'État et au cœur de l'appareil du pouvoir pendant de longues années, Henri Guénaud. Quelles ont été nos illusions sur cet état, mine de rien, de délitement qui dure depuis de longues années et qu'on n'a pas voulu voir? D'abord, on a organisé l'illusionnisme, si je puis dire, puisque vous vous souvenez que pendant des décennies, on a expliqué qu'il n'y avait pas de violence à l'école, que les chiffres le montraient, que tout allait bien, le niveau monte et il n'y a pas de violence. Jusqu'au jour où est né le mouvement Pas de vague, parce que je crois un élève avait menacé un de ses professeurs avec un faux pistolet, mais qui ressemblait à un vrai. Et brusquement, la parole s'est libérée. Et pourquoi ça ne se reflétait pas dans les chiffres? Ça ne se reflétait pas dans les chiffres parce que on disait, on ne signalait pas, on faisait pas remonter les incidents. Pas de vague. Par peur. Voilà, pas de vague. Et le pas de vague, alors on a dit plus jamais pas de vague. Tous les ministres depuis l'ont dit, mais ça continue. Ça continue. Samuel Paty a été la victime de ce pas de vague. Samuel Paty, c'était celui qu'on voulait sanctionner parce que il avait été à l'origine d'un désordre, d'une perturbation. Il faut se souvenir de ça. Donc ça continue quand même à faire même si ça change un peu, mais ça continue à faire beaucoup de ravages. Donc on a vécu sur l'illusion que tout ça n'allait pas si mal, et chaque fois que quelqu'un faisait une critique, c'était soit un nostalgique d'une société qui n'existe plus, d'une école qui ne pourrait plus exister. Vous savez, cette école qui arrivait à apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser aussi, à tous les enfants de France, même quand ils venaient de familles très très défavorisées. Ma grand-mère était née en 1903. Il y avait 8 enfants dans la famille au fin fond de la campagne française. Et on lui a appris plus de choses qu'elle a retenues d'ailleurs que on en apprend aujourd'hui à un enfant au XXIe siècle. Il y a quelque chose qui va pas, et on a arrêté l'école à 12 ans. Voilà, elle était obligatoire jusqu'à 12 ans. Donc mais dans ce que vous dites aussi, quand vous citez en effet le mouvement Pas de vague avec les conséquences tragiques qu'on a connues, il y a eu, mine de rien, vous dites, une prise de conscience. Réellement, quand on voit notamment ce qui s'est passé à Lyon 2 avec ce professeur d'université qui a été littéralement lynché par des hommes cagoulés, on voit aujourd'hui la réaction de cette directrice d'université qui en est à remettre en réalité la faute sur ce prof. Donc plus que l'école, est-ce que c'est pas presque toute une chaîne humaine qui doit réapprendre à l'école? Si vous voulez renverser ce phénomène, il faut d'abord, la violence, elle monte de partout. Partout, voilà, dans la Pourtant, société. cette professeure qui doit avoir un certain âge, on peut se dire qu'elle a été à l'école sans qu'elle soit encore totalement en déclassement. Donc pourquoi tout d'un coup ce logiciel? La violence monte de partout. Les idéologues, il y en a toujours eu. Et là, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie, d'abord parce qu'il y a des universités où les idéologies dominantes sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et puis, il faut pas oublier que c'est pas un directeur nommé, c'est un président élu. Donc élu par des représentants des étudiants, des représentants des professeurs, des personnels, etc. Donc c'est une élection, c'est pas neutre idéologiquement. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que si vous voulez canaliser ce phénomène de la violence qui monte, c'est ça le plus important, que un président d'université pense que
la Palestine, Palestine a plus de droits que les Israéliens, ou l'inverse. Après tout, il n'y a rien au fond d'anormal. C'est ainsi, chacun a sa vision des choses, et la liberté d'opinion et de conscience devrait être garantie à tout le monde, a fortiori dans le service public de l'éducation ou de l'université. Mais s'il vient poser problème, c'est quand ça vient envahir. Moi, indépendamment même du fait qu'il a causé, cette violence, elle est insupportable. Si vous voulez endiguer cette violence dans la société, il faut commencer par le commencement. Si vous fabriquez des enfants qui n'ont jamais rencontré l'interdit, jamais rencontré la règle, jamais reconnu une forme d'autorité... Et vous citez Camus sur l'importance de la limite qu'on doit transmettre aux élèves. Il faut à la fois la violence, mais c'est un autre sujet, il faut en enrayer le mécanisme, l'engrenage. La violence, c'est toujours un engrenage. Je suis violent contre vous, vous êtes violent contre moi, et puis on monte dans la violence. La violence, elle est mimétique, elle est réciproque. Voilà. Il faut enrayer ça, et ça, vous l'enrayerez par la répression, par la punition, par la sanction. Voilà. À l'école, par exemple, si vous voulez enrayer la violence d'urgence, il faut que les enfants violents, les enfants harceleurs, on ne se contente pas de les changer d'établissement, ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut qu'on les mette dans des vrais centres d'éducation fermés pour les rééduquer. Voilà, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc la question de l'école, elle vient après. Une fois qu'on a pris les dispositions nécessaires pour enrayer la violence qui nous saute à la figure, il faut en regarder les causes profondes. Si vous formez des enfants, encore une fois, qui ne peuvent pas s'exprimer. Quand vous ne pouvez pas vous exprimer par la violence. Qui pensent mal et qui absorbent tout, on va dire, sans code. Si vous ne leur donnez pas les moyens intellectuels de résister à une société qui est beaucoup plus désorganisée qu'auparavant, qui est beaucoup plus en désordre, qui est beaucoup plus violente à la fois partout, les réseaux sociaux, les faits de la société autour d'eux, etc. Voilà, et notre incapacité à avoir régulé, assimilé l'immigration, mais qui est un vrai sujet. On en parlera à 13h. Mais... Oui, mais parce que vous voyez, l'école, on dit il faut qu'elle soit inclusive. Non, il faut qu'elle soit assimilatrice, c'est pas du tout la même chose. Bon. Mais donc ça se joue d'abord à l'école, c'est-à-dire dès le premier âge. Si le premier âge dit à l'enfant fais ce que tu veux, forcément il y a plus de mais cadre. Quand il devient adolescent, il dit je fais ce que je veux. Donc on va éviter ça. Est-ce que vous aussi vous avez, on va dire, des exemples assez concrets que vous avez vus assez récemment de cette chute d'autorité à l'école? Vous qui avez des enfants, vous avez sans doute assisté à des scènes que vous voulez nous raconter, ou vous avez des idées pour, comme Henri Guénaud, restaurer l'autorité à l'école? 0826 300 300 et l'application Sud Radio. La discussion continue jusqu'à 13h. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. 0826 300 300, toujours pour nous appeler Sud Radio, l'application également pour ce sujet crucial. Va-t-on réussir tout simplement à restaurer l'autorité de l'école? C'est en tout cas non pas l'obsession, mais la volonté d'Henri Guénaud et d'Alain Bentolila. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui est toujours avec nous, et Alain Bentolila, qui est professeur de linguiste à l'université de Paris-Cité. Est-ce que notre discussion, à l'instant, je me permets de la dévoiler un tout petit peu, Henri Guénaud, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une école, mine de rien, qui a du mal à trouver ses repères, précisément parce qu'elle ne sait plus quelle est sa mission, elle ne sait plus quel est son rôle, et peut-être que nos enfants, les enfants en général, quand ils sont à l'école, ne connaissent plus leur univers mental, parce qu'il n'y a plus de cadre qu'elle arrive à imposer. Oui, mais alors il faut d'abord donner une mission à l'école, c'est-à-dire plus personne ne sait quelle est la mission de l'école. On a multiplié les objectifs qui se sont empilés les uns sur les autres. On est dans la grande confusion des fins et des moyens, mais on ne sait pas quelle est la mission de l'école. Une organisation, un service public ne peut fonctionner que lorsqu'il a une mission qui est clairement comprise non seulement par les élèves et les parents, mais les enseignants et tous ceux qui contribuent à faire l'école. Du temps de Jules Ferry, par faire des sauts en arrière, mais l'école de la République avait une mission qui était clairement définie dans les textes, dans la loi, dans la politique. Quand Jules Ferry écrit aux instituteurs sa fameuse lettre sur l'enseignement de la morale à l'école, je veux dire, on est ébloui à la fois par la clarté, la profondeur de la réflexion. Ça s'adresse aux instituteurs, voilà. Et il dit d'ailleurs, il faut de l'instruction civique et il faut de l'éducation morale. Donc déjà, on parle d'éducation. C'est-à-dire, on peut pas séparer les deux. La première chose à faire, c'est la mission de l'école est une mission d'instruction et d'éducation. Et les deux viennent se compléter.
voilà. Et les deux deviennent indissociables. Bon, si vous ne faites pas ça, et ça doit rejaillir dans les recrutements, dans la formation des profs, dans leur recrutement, dans la gestion du personnel, dans les programmes. Voilà, on est en pleine confusion. Donc quand on est dans cette confusion, on ne peut pas effectivement demander à l'école de résoudre le problème. Elle ne résoudra pas toute seule tous les problèmes de la société, mais déjà qu'elle ait une mission claire, qu'elle l'assume, voilà, et qu'elle en tire les conséquences dans tous ces domaines d'activité. Voilà, ça c'est vraiment vous alertez aussi parce que vous évoquez, on va dire, tout ce qui dans la société sont mine de rien des obstacles ou on va dire des remparts difficiles à ne pas prendre en considération aujourd'hui quand on veut rétablir l'autorité. Vous dites il est nécessaire à un moment d'avoir une surveillance accrue des réseaux sociaux où se promènent en toute liberté des déséquilibrés, des psychopathes, des semeurs de haine et de mort. Mais est-ce que c'est vraiment à l'école, on va dire, d'aller s'occuper de ça? Est-ce que c'est pas l'école qui s'en occupe. C'est pas l'école qui s'en occupe, mais ça fait partie des causes qui nous mènent là où nous en sommes. Donc il faut à la fois essayer de surveiller davantage les réseaux sociaux et sanctionner très fortement ceux qui sèment la haine, ceux qui manipulent, bon, très bien. Et puis après, il faut, pour ce qui est de l'école, il faut que l'école donne aux enfants, aux adolescents qui seront des futurs adultes et non des grands enfants, les moyens intellectuels et mentaux, psychologiques de résister à ça. Parce que nous, on va pas purifier complètement les réseaux sociaux. Oui, non. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez vu que c'est quand même un thème dont les politiques s'emparent de plus en plus. Je pense à Gabriel Attal ce matin, qui est votre confrère de page dans le Figaro avec une petite tribune, et il écrit en réalité l'exposition aux écrans, l'addiction aux écrans, l'État doit s'en emparer, on doit s'appuyer sur l'exemple chinois pour lutter contre... Ah, ça vous fait rire? Non, ça pourrait plutôt me faire pleurer. On va transformer la société française en société chinoise. Hein, on va vous surveiller jusque dans les toilettes. Non, tout ça est évidemment absurde. La France n'a pas vocation à devenir la Chine, et heureusement. Voilà. Mais c'est une façon de répondre. Mais ça traduit quand même quelque chose, ça. La volonté de l'État d'aller toujours plus loin dans le contrôle, dans la surveillance, pour le bien. C'est Philippe Meuret, l'empire du bien. Le contrôle et la surveillance, c'est bien jusqu'au moment où ça devient totalitaire. Donc il faut mieux surveiller les réseaux sociaux. Il faut encore une fois mieux sanctionner ceux qui appellent à la haine, ceux qui savent très bien qu'en faisant circuler certains messages, ils vont provoquer le passage à l'acte d'un certain nombre de cinglés, de fanatiques, comme ça s'est passé dans l'affaire Paty. Bon, ça, il faut les sanctionner d'une façon très très dure. Bon, et il faut que nos lois changent de ce point de vue. Il faut que nos systèmes de surveillance des réseaux aussi. Mais il faut par ailleurs, et ça c'est là où les politiques font pas leur travail. C'est la chose essentielle, c'est dans le monde tel qu'il est. Dans le monde tel qu'il est, où il y a des réseaux sociaux, où il y a des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux, où il y a de la violence, et bien dans ce monde-là, il faut non pas moins d'écoles, mais plus d'écoles, non pas moins d'instruction, mais plus d'instruction, non pas moins d'éducation, mais plus d'éducation et plus d'écoles. Voilà, il faut donner à nos enfants les moyens de résister le plus possible intellectuellement. Il y a les barrières extérieures, vous savez, à la violence et à la barbarie, et puis il y a les barrières intérieures. L'école, elle s'occupe des barrières intérieures. Votre discours résonne chez certains de nos auditeurs, votre parler vrai, Henri Guénaud. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jeanne Berkoff, bonjour Monsieur Guénaud. Jeanne Berkoff. Vous nous appelez depuis Narbonne, et vous, c'est un sujet qui vous intéresse et on va dire sur lequel vous rejoignez quand même certaines positions d'Henri Guénaud. Exactement. Bon, il y a bon nombre de sujets qui m'intéressent sur Sud Radio, mais bien sûr, celui-là. Vous êtes un homme de goût, Jean-Marc, sachez-le. Flatteur. Jeanne Berkoff, c'est bien. Non, mais Monsieur Guénaud, moi je suis né en 1964. Bon, on pourrait, les temps malheureusement ont changé. On pourrait en parler pendant des heures. Je vais en parler juste pendant 2 ou 3 minutes d'un exemple que bon nombre de gens qui écoutent vont comprendre. Moi, je mettais la panique. Je faisais rire tout le monde à l'école, que ce soit à l'école primaire ou au collège, même les enseignants, parce qu'à bout d'un moment, ils en avaient marre. Ce qui était normal, donc j'étais puni. On me tirait les oreilles, on me tapait avec la règle sur les doigts, et le directeur de l'école, M. Rogue, me donnait des grands coups de pied au cul. Voilà. Et il me virait de la classe. Mais ce qui était normal. Oui. Ce qui était normal parce que je mettais la pagaille. Donc je rentrais chez moi, j'en parlais pas, et si j'en parlais, je me faisais encore plus bronzer. Mais voilà, nous avons vécu la même jeunesse. Voilà,
après, si vous voulez, dans les années, après j'ai toujours été bienveillant avec les professeurs, bien sûr, je les ai jamais insultés, je les ai jamais agressés, c'était un échange de bons procédés entre eux et moi, voilà. Mais vous, ce que vous regrettez, Jean-Marc, c'est que sans aller quand même, on va dire à la sévérité physique, les coups de règle, le coup de pied au derrière, etc., c'est que même l'autorité, en réalité, recadrer un élève, même verbalement, devient compliqué. Oui, mais si vous voulez, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et à partir des années 90, ça a commencé à se dilater, excusez-moi, je cherche le mot, déliter, et oui, dilater aussi, remarquez. Et maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que quand les enseignants grondent les enfants, l'enfant leur répercute le soir à ses parents, et ses parents ne l'admettent pas. Donc ses parents, l'enfant est devenu un idole, une star, et les parents grondent, si vous voulez, vont engueuler, ils vont menacer les enseignants. Oui, quand ils vont pas les frapper. Hein. Oui, c'est ça. Ils vont pas les frapper. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand on est premier de la classe, on est HP, ça c'est le mode. Quand on est dernier de la classe, on est au potentiel. On est toujours au potentiel. Oui, c'est la culture de l'excuse. C'est la culture de l'excuse en permanence, Jean-Marc. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300, Jean-Marc, et d'être à l'écoute de Sud Radio. Bon, là, on a eu un fan d'Henri Guénaud au téléphone, mais il dit quelque chose de très concret. Voilà, je voudrais commenter un peu cette intervention. C'est d'abord, moi, ça a été ma jeunesse. Hein. Les coups de règle sur les doigts, Henri Guénaud. Oui, un coup de règle sur les doigts n'avait jamais tué personne. Je veux dire, on en vient à la folie maintenant. On peut se réjouir que ce soit terminé, tout simplement. Donc, on est passé. Alors, le coup de règle, c'était rien. On est passé de certains établissements où il y avait des brimades, des machins, à un laxisme total dans lequel il y a plus de règles, plus d'obligations. Ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'intériorisez pas des règles, c'est terminé. Si l'enfant, il se construit en instant les limites de l'interdit. S'il ne rencontre rien, c'est un vide terrible qu'il va remplir ensuite avec des règles folles, des idéologies folles qui vont. Voilà, et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Donc il y a ce que l'école doit faire, sa mission intellectuelle, morale, éducative, etc. Bon, et ça, il faut en discuter parce que c'est essentiel pour l'école. Et après, il y a ce dont vient de parler le camarade Jean-Marc depuis Narbonne. Voilà, monsieur de Narbonne. Il y a cette histoire. La société est ce qu'elle est. Bon, voilà. Donc, on peut vouloir la changer, la faire évoluer. On ne le fera d'ailleurs évoluer que par l'école et par ce qu'on mettra dans l'univers mental de nos enfants qui ensuite deviendront des grandes personnes. Mais si on la prend telle qu'elle est, c'est-à-dire plus violente, plus fracturée, plus anomique aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de normes, il y a de plus en plus de gens qui, précisément, n'ayant pas appris les limites quand ils étaient jeunes, n'ont pas de limites. Il faut là, on revient dans la question de l'engrenage de la violence, il faut le casser. Moi, je suis obsédé par cette idée qui choquera sans doute beaucoup de gens, c'est le père de famille ou la mère qui rentre dans l'école pour insulter ou frapper le professeur devant ses élèves, il commet contre la société un crime impardonnable. Voilà. Et aujourd'hui, on ne juge de la gravité de cet acte que par le nombre de jours d'interruption de travail qu'il a infligé à sa victime. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez un jour ou 2 jours, c'est pas grave. Hein. Oui, Voilà. donc il faut juger, et il faut donc changer le code pénal, hein. Il faut juger par rapport au dommage qui a été infligé à la société et au traumatisme qui est infligé aux enfants qui ont assisté à ça. Et donc les peines, elles doivent être d'une lourdeur, mais d'une exemplarité terrible. Ça, c'est ce qu'on appelle un plaidoyer pour le retour de l'autorité à l'école. On peut vous retrouver sur de nombreuses lignes, Henri Guénaud, et vous coécrivez cette tribune avec Alain Betto-Lila, professeur de linguiste à l'université Paris-Cité. C'est dans le Figaro. Que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? Merci d'avoir été l'invité de Sud Radio. De notre côté, toujours le même numéro, le 0826 300 300, pour le grand débat de 13h, à savoir, est-ce que l'immigration peut être une chance pour la France? On va en discuter avec Nicolas Prouvomonti, qui est le cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et Eric Tegner, qui est le fondateur de Frontières, qui sort sa plateforme en ligne, un documentaire notamment sur, on va dire, le moyen qu'ont, on va dire, les passeurs de faire rentrer des flux et des flux de migrants. On attend vos réactions, vos commentaires, vos idées. 0826 300 300. À tout de suite.